En passant, le Roundup, on appelle ça du glyphosate. Le glyphosate, c'est ça qu'il y a dans les tampons qui sont en coton. Mais, puis je dis pas ça, en fait, je sais que c'est drôle, mais je dis pas ça en blague quand même. Dans ce cas-ci, c'est embêtant hein, parce qu'on utilise ce pesticide-là, en fait c'est un herbicide. On ne devrait pas dire un pesticide, c'est un herbicide qui tue la mauvaise herbe. On l'utilise dans tout. Fait que, par exemple, comme dans mon exemple du tampon, on dit « Hey, les tampons, là, ils sont exposés au glyphosate, donc on se met ça à l'intérieur, ça peut causer le cancer. » Mais il faut comprendre qu'on utilise cet herbicide-là à la grandeur de la planète pour à peu près tout ce qu'on mange. Ça demande des réflexions qui sont plus poussées là, que sur des choses bien spécifiques. Puis il y en a d'autres exemples comme ça, puis là, je ne veux pas trop m'écarter du débat, mais par exemple, on entend souvent parler de l'aluminium dans les vaccins. L'aluminium, c'est le métal le plus abondant sur la planète. Il y en a dans tout ce qu'on boit, qu'on mange, il y en a dans le sol, il y en a dans le lait maternel, il y en a dans les antisudorifiques, dans les antiacides. Il y a des produits comme ça, des fois, où on se dit il faudrait regarder si c'est cancérigène. Le débat est un peu plus large que ça. Je pense qu'il y a définitivement des choses qu'il faut qu'on regarde qui sont faites de façon peut-être pas tout à fait transparente, puis ça mérite notre attention. Mais en même temps, il ne faut pas que ça se transforme en espèce de paranoïa quelconque là, par rapport à certains ingrédients, parce que souvent, c'est des choses qui font partie de la vie courante, comme dans ce cas-ci. La question, c'est de savoir à quelle dose ça devient dangereux. Quand les normes sont créées, en gros, on prend toutes les études, on regarde la plus petite dose qui a été prouvée créer un effet certain. Dans le cas des ondes électromagnétiques, je pense que c'était une élévation d'1 degré Celsius. Bon, je ne me souviens plus exactement des détails. Et puis ensuite, on applique un facteur de sécurité déjà, puis on dit d'accord, il faut que ça soit 50 fois plus faible que ça. Donc, c'est déjà toujours inclus dans les normes. Mais il faut comprendre que tout est toxique et tout est poison. Tu sais, ça dépend souvent de la dose que tu prends. Dans le cas des médicaments, par exemple, les médicaments, on les étudie 10 à 15 ans avant de les mettre sur le marché. La plupart des gens pensent que ça s'étudie peut-être 2-3 ans et puis qu'on ne sait pas grand-chose sur ces médicaments-là quand ils sortent sur le marché. C'est pas du tout le cas. Fait qu'encore là, est-ce que ça veut dire que le processus est parfait puis que ça nous permet de tout prévoir les éventualités? Loin de ça. Mais le principe de précaution, encore là, il a été appliqué dans la meilleure mesure du possible. On pense qu'on doit ajouter soi-même un principe de précaution alors qu'il fait généralement partie de la démarche scientifique. On n'a jamais vécu aussi vieux, on n'a jamais été en aussi bonne santé, puis on a peur de tout. Puis la chose qui est probablement parmi les plus dangereuses dans notre environnement aujourd'hui, c'est en même temps celle qu'on n'est pas prêt à lâcher, mais pour rien au monde, c'est nos voitures. Ça pollue, ça tue des gens sur les accidents de la route, c'est une cause majeure de mortalité. C'est très dommageable pour l'environnement, c'est très dommageable pour la santé de rouler en voiture. Mais est-ce qu'on va supprimer les voitures demain? Les choses contre lesquelles on invoque souvent le principe de précaution sont loin d'être les dangers qui nous menacent le plus. Moi, entre rencontrer une voiture ou rencontrer une onde électromagnétique, là... je préfère prendre l'onde électromagnétique en pleine face. Là. Je pense que les gens se sentent délaissés par le système de la santé en ce moment. Les gens vont voir leur médecin. Ils ne sont pas capables d'avoir un rendez-vous. Quand il y en a un, ça se fait, ça dure 2-3 minutes. Les gens ne se sentent pas écoutés, ils sentent qu'ils n'ont pas d'empathie. Souvent, ça va trop vite, on ne donne pas d'explication. Les gens reviennent à leur médecin et ils disent « Écoute, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, je ne sais pas ce qui se passe. » Puis là, je dis médecin, mais j'englobe vraiment toutes les professions de la santé là-dedans. Je pense qu'on a été peut-être un peu négligents, malheureusement. Fait que nécessairement que les gens, s'ils ne trouvent pas les réponses avec nous, ils vont les chercher ailleurs. Puis souvent, ils vont trouver beaucoup plus d'écoute, de temps, d'empathie dans des domaines plus pseudo-scientifiques, malheureusement. Fait que ça, c'est un endroit où on a échoué. Je pense ici que les journalistes scientifiques, là, on doit mettre le paquet pour eux autres pour qu'ils soient les plus compétents du monde possible. C'est par eux autres qu'on va arriver à faire peut-être aimer la science et comprendre certains concepts scientifiques par le commun des mortels. Une deuxième remarque, qui est peut-être hors propos, mais je ne le sais pas encore. Là. Ce n'est pas pour rien que les élèves au secondaire ont de la difficulté à aimer la science. Il y a une raison, là c'est ma compétence sur l'intelligence qui revient jouer, ça prend une pensée abstraite.
pour comprendre certains concepts, et la pensée abstraite commence à peine à se développer, 12-13 ans, puis il y a encore au moins une trentaine, de 30 des adultes qui n'ont pas ça. Donc, c'est fatigant de penser abstraitement. C'est très fatigant, puis ça demande de l'énergie. Donc, et c'est pour ça que ça va prendre des professeurs, des passionnés de la science. Moi, ce que je ferais, là, bon, je vais le dire pareil. On ferme les facultés d'éducation, OK? Puis là, on se promène dans les départements, français, mathématiques, chimie, biologie. Puis là, on dit, « Hey, qui a envie d'enseigner? » Puis on leur dit, « Allez-y. » Ça prend des passionnés devant les élèves pour que les élèves aiment la science. Je pense que ce qui n'aide pas aussi, c'est le mélange des genres. Puis moi, j'avoue que quand je vais chez Jean Coutu, puis que j'attends pour un médicament, puis que ce que j'ai devant moi, c'est des colliers de noisetiers, ça m'écoeure. Mais Olivier est ici, donc il n'y en a sûrement pas dans sa pharmacie. J'en porte un collier de noisettes. Ben, c'est sûr. Il est bien caché, hein? En quantité, moi, je vois passer beaucoup de choses. Malheureusement, souvent, c'est rapide, c'est des dépêches qui sont repris. C'est rare que les journalistes ont le temps d'aller en profondeur, de faire la mise en contexte. Je pense que si on a quelque chose à améliorer, c'est à ce niveau-là. Puis dans les solutions, on passe par avoir des journalistes qualifiés qui ne font que ça. Moi, je pense que ça fait certainement partie de la solution. Si on prend les journalistes scientifiques puis les autres journalistes, je pense qu'on peut s'améliorer des deux bords. Du côté des journalistes qui ne sont pas des journalistes scientifiques, je pense qu'il faudrait avoir un minimum de connaissances, de compréhension, au moins de comment ça marche la science. Puis c'est quoi la méthode scientifique, c'est quoi l'organisation de la recherche, qu'est-ce que ça... Les publications savantes, tout ça, c'est du chinois, là, les publications savantes pour bien des journalistes. Je ne parle pas du contenu, je parle de l'organisation, parce que comment ça fonctionne, là, il y a bien des journalistes qui ne le savent pas, puis on a des choses à faire pour aller former ces journalistes-là, généralistes ou économiques ou politiques ou n'importe quoi, qui, à un moment ou à un autre, on vit dans un monde qui est gouverné qui est très technoscientifique. Tous les journalistes, à un moment ou à un autre, peuvent être amenés à parler de science, puis si on ne rehausse pas un minimum leur capacité, ben, on va toujours se faire rattraper par des niaiseries. Puis du côté des journalistes scientifiques, moi, je pense que on peut toujours rêver à avoir plus de place, puis moi, quand je vois les nouvelles qui font la une, c'est sûr que des fois, je me dis, c'est-tu vraiment, vraiment ça que les gens veulent écouter? Mais ce n'est pas moi le boss. Hein. Donc, on prend la place qu'on veut bien nous donner. Et je pense que les journalistes scientifiques pourraient occuper encore plus de place si on racontait des meilleures histoires. Parce que c'est ça, souvent, les journalistes scientifiques, on a un esprit hyper cartésien, on n'est pas très bon pour conter des histoires, pour faire appel aux émotions, pour incarner la science, mais décrire des chercheurs autrement que pour dire « Monsieur la machin dans son laboratoire ». On a beaucoup de progrès à faire, en règle générale, dans la manière de raconter nos histoires pour aller mieux chercher les gens. Les scientifiques essayent de s'améliorer. Il y a la compétition pousse évidemment, tout le monde est humain. Hein, la compétition pousse à la fraude, à tourner les coins ronds, etc. Mais je pense que quand on regarde comment se porte le monde de la recherche d'un point de vue éthique comparé au monde de la politique, tiens, à tout hasard, là, je pense qu'on a une petite coche d'avance en sciences. Il existe actuellement des normes sur l'éthique pour les chercheurs au Canada. C'est vraiment, là, il y en a un gros paquet, là. Je vais dire une chose bizarre. Je connais même des collègues qui sont arrêtés de demander des fonds de recherche parce que les normes de l'éthique les empêchent de travailler, tellement que c'est compliqué. Alors, bon, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ça, là, mais j'ai constaté ça. Donc, la préoccupation éthique, elle est là. L'antiscience est plus visible
du fait des réseaux sociaux, de l'Internet qui permet à tout et chacun de diffuser largement. On a observé au Canada et dans une certaine mesure aussi beaucoup aux États-Unis, une évolution politique dans les dernières années avec une remontée des mouvements religieux qui sont devenus très importants, des gouvernements qui prônent aussi dans certains cas ou qui ont prôné au Canada des idéologies très ultralibérales. Tout ça, c'est pas très bon pour la science et je pense que tout ça, ça fait remonter l'anti-science beaucoup. De plus en plus, les universités ont des fondations du domaine privé. Alors, l'argent est donné pour qu'on ait des retombées pratiques. Donc, la recherche fondamentale est un peu en danger, je pense. Mais là, je ne veux pas paniquer, là, mais je trouve ça dommage, cette absence d'indépendance-là de la part des universités. Je pense qu'il y a un phénomène d'accélération de la visibilité par les réseaux sociaux, ça, c'est évident. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'avant, tout était de la pseudoscience. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça qu'on saignait les gens quand il y avait de quoi qui ne marchait pas. Là. On était comme « Ouh, ça va pas bien, on va les saigner ». C'était de même, ça marchait. La médecine médiévale, c'était comme ça, tout était de la pseudoscience. Donc aujourd'hui, on pense que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas nouveau. Là, avant, on faisait n'importe quoi. Tout était basé justement sur des observations approximatives. Puis maintenant, on en parle, mais avant, c'était juste ça qu'on avait. Je pense qu'on est exposé à autant de mauvaises sciences que de bonnes sciences, sérieusement. Oui. C'est évident qu'il faut éviter le jargon dans la mesure du possible, mais je trouve que personnellement, moi, quand je lis les articles des bons journalistes scientifiques, je suis ravi de voir à quel point ils parviennent à dire des choses compliquées de façon compréhensible. Par définition, nous autres, on écrit des articles plates, les scientifiques. Vous ne pourriez pas vous forcer un peu? Non, non, mais c'est vrai, mais on n'est pas des bons vulgarisateurs. On n'est pas des bons vulgarisateurs. C'est compliqué à nos affaires, et puis c'est compliqué de le dire clairement. Moi, j'ai essayé de faire de la vulgarisation scientifique. Une fois que j'ai fini mon texte, je l'ai mis à la poubelle. C'était pourri. Je vais vous donner un exemple banal. P plus petit que 0.01. Ben, le peuple, il n'aime pas ça. Mais pour les scientifiques, ça veut dire la même signification partout au monde. Donc, c'est pas, on peut juste dire, voici, c'est significatif quand c'est à P.01. Mais de là à expliquer toute la mécanique qu'il y a vers le P.01, ben là... C'est trop abstrait. Ben moi, je pense qu'il y a une espèce de grande illusion à penser, puis là, je vais peut-être encore dire des gros mots, là, que la solution, ça va être d'apprendre aux scientifiques à vulgariser, parce que c'est pas leur métier. Voilà, merci. C'est pas leur métier. Puis en plus, le piège que ça comporte, c'est que c'est pas les meilleurs scientifiques qui vont être les meilleurs vulgarisateurs. Donc, ça risque même au contraire de créer une espèce de distorsion dans la mesure où ceux qu'on va écouter, ceux qui vont apparaître dans les médias et tout ça, c'est pas les gens les plus pertinents, c'est juste ceux qui savent parler comme du monde à des gens ordinaires. Vulgariser, ça s'apprend, c'est pas super évident. Toutes les scientifiques qui s'y essayent ont tendance au départ à se dire wow, « un journaliste est capable, moi y arriver ». Mais je vous le dis là, puis j'en ai vu beaucoup, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont du premier coup. Hein. Il n'y a rien qui oblige un scientifique à parler à un journaliste. Dans le cas des ondes électromagnétiques, il y a un spécialiste au Québec sur l'interaction entre les humains, puis il ne voulait pas nous parler, puis c'est correct, il a le droit. C'est sa décision. Attendez, ces recherches sont financées par des fonds publics. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de rendre à la société le résultat de son travail? Bien, j'aurais beaucoup aimé ça, puis tout ça, mais je comprends cette réticence-là de ne pas vouloir s'embarquer parce que c'est un débat qui était assez chaud il y a quelques années, ça l'est beaucoup moins présentement. Mais de ne pas vouloir, de vouloir rester au-dessus de ça, au-dessus de la mêlée, de ne pas vouloir prendre position, puis tout ça, je trouve ça très dommage, puis très triste, puis tout ça, mais c'est une position que je comprends aussi. Je pense qu'il faut renforcer les liens de confiance. Il faut aller dans les universités, il faut parler aux gens, il faut les laisser aussi s'exprimer parfois sans prendre des notes, une discussion un peu informelle.
pour prendre des fois le pouls. Mais je vois dans d'autres cas, par exemple, les médecins sont habituellement très contents de parler aux journalistes. Les dermatologues, quand je fais les tests sur les écrans solaires, sont toujours très contents de me parler et de me dire qu'il n'y en a pas de danger, qu'il faut continuer à en mettre. Puis ils sont super proactifs. Ça dépend vraiment des domaines aussi. Moi, je constate que les chercheurs sont des gens de plus en plus débordés. Qui ont de moins en moins de temps pour les journalistes, alors qu'ils ont quand même souvent le temps de les critiquer. Mais à leur décharge, il n'y a pas grand-chose dans la carrière d'un scientifique qui valorise actuellement sa communication, sa prise de parole. Et là, c'est peut-être aux organismes subventionnaires de réviser leur stratégie de subvention. On pourrait décider, pourquoi pas, de dire oui, on va subventionner ce chercheur-là parce qu'il a publié tel article dans des revues savantes, mais aussi parce qu'il a donné tant d'entrevues à Radio-Canada, à Protégez-vous, puis ailleurs. Alors, j'ai une réserve, ce n'est plus vrai, ça. Il y a 40 ans, quand j'étais jeune prof, parler aux journalistes, c'était mal vu, parce que si on parlait aux journalistes, c'est qu'on avait du temps à perdre. Maintenant, c'est le contraire. Les universités valorisent les chercheurs qui parlent aux journalistes. Il y a même des concours qui a eu le plus d'entrevues à la télévision, à la radio, dans les journaux. Mais vous appelez un chercheur, il a 10 minutes à vous donner sur un coin de table, au téléphone, vite fait. Est-ce que ça aide l'obtention de fonds des organismes? Est-ce que ça aide la carrière universitaire? C'est-à-dire que ça a peut-être un biais sur les évaluateurs qui savent, comme il est connu, on va peut-être lui donner la subvention, mais là, c'est surtout de réserve. Hein? Est-ce qu'il faut utiliser expliquer le langage scientifique ou parler un langage plus populaire, ou etc.? Tu sais, le site web que je vous ai montré tantôt, Science Based Medicine, c'est un site qui est écrit par des médecins, des pharmaciens, des gens très scientifiques. Puis tu lis les articles, c'est écrit comme on parle. C'est vraiment, tu le lis, là, puis tu as l'impression que quelqu'un te parle. Et c'est pas réécrit par des rédacteurs spécialisés? Non, pas du tout. C'est eux qui font tout. Et c'est vraiment, là, c'est fait d'une façon complètement non formelle. C'est comme un langage normal. Donc, c'est possible, parfois? C'est très possible de le faire. Puis je suis conscient que c'est peut-être pas tout le monde qui a la même capacité de le faire, mais je pense qu'on doit saisir cette opportunité-là. Il faut qu'on écrive comme on parle. Il faut qu'on utilise le langage que les gens utilisent aussi. Je pense que c'est toujours payant de faire ça. Et puis de faire lire son texte aussi, des fois, par des gens qui sont pas dans le domaine. Moi, je fais lire mes textes par ma blonde, souvent, elle est comme « j'ai rien compris de ce que tu as dit ». Ça, c'est un échec, tu sais. Fait que ça demande des ajustements. On finit tout le temps par être un peu confronté à ses propres croyances. Puis une autre chose aussi qu'on voit des fois chez les scientifiques, ou je le vois chez les professionnels de la santé, c'est des fois une sorte d'inertie ou d'apathie. Puis moi, j'appelle ça l'attitude bof. C'est... Je donne un exemple. Admettons, un patient vient me voir à la pharmacie, puis me pose une question, et puis c'est vraiment compliqué de lui expliquer l'affaire. Puis je vais faire comme, moi, OK, c'est correct, tu sais. Je vois ça beaucoup, malheureusement. Et puis ça, je pense que c'est une autre forme de problème. C'est des scientifiques qui décident que finalement, ça ne vaut peut-être pas la peine ou que c'est pas nécessaire. Et puis ça, je pense qu'il faut se réveiller aussi pour ce genre de choses-là parce que c'est un gros problème, en fait.